Dites les gars, juste comme ça, pour m'ôter d'un doute, vous n'auriez pas emprunté sans le vouloir la machine à voyager dans le temps, sans me prévenir? Non mais attends, tu nous prends pour qui? Genre, c'est notre genre. Vous l'avez emprunté. Oui, mais... Mais putain, vous avez vu le bordel que vous avez foutu dans notre temporalité? Tout ça pourquoi? Vous êtes allé où? Typiquement, ce qu'on voulait faire... On voulait prévenir que le fils du Max, c'était de... La merde. Le fils du masque. Vous êtes allé jusqu'au fils du masque. Ouais, mais vite fait. On s'est trompé et... Et donc, Jamie Kennedy est devenu le leader suprême de la milice temporelle, a voté l'arrêt de YouTube et mis nos têtes à prix dans notre temporalité juste pour prévenir que son film c'est de la merde. Oui, mais... Merde, la milice temporelle de Jamie Kennedy nous a retrouvés. On doit filer, vite. Ça aussi c'est de votre faute. Kev, bouton rouge, Olive, manette bleue, on doit décamper. En même temps, le fils du masque, c'est un film de merde. Ça suffit, on dégage. On va où On verra ça plus tard. Bonjour et bienvenue à tous et tous dans Faites entrer le film, épisode 35. Salut Kev. Salut Vivien. Salut Olive. Salut V. Comment tu vas Kev? Pas très bien. Un peu de fatigue. Oui, et surtout j'ai été voir Resident Evil Welcome to Raccoon City au ciné et j'en suis sorti pas indemne. Je savais qu'il pourrait pas s'en empêcher. Ah, mais totalement. Et si vous voulez un épisode spécial sur ce film, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'ai de la haine à déverser. Ce sont les risques de pas mettre longtemps avant de sortir en DVD celui-là. Et toi Olive sinon? Oui, moi, je suis malade. Donc, si m'en voulez pas si ma voix part en couille, je suis fiévreux, voilà, je suis en état grippal, on va dire. T'as quoi Mais comme c'est bon, on est- maladie? La maladie d'amour? Non, ça va, de ce côté-là, je suis pas malade, mais juste j'ai un état grippal. Mais je vais garder mes meilleures vannes quand même. Je me suis reposé toute la journée pour cet instant, donc ça va bien se passer. Et toi V? Eh bah, comme un lundi soir on va dire, mais plein d'entrain pour attaquer cette grosse semaine. Ça se sent, dis donc. Et vous vous rendez compte, d'habitude on dit toujours ouais ça va et toi? Et bah pas aujourd'hui. Et oui, Eh ben on non. casse les codes, c'est ça le truc. On casse les codes. Un peu comme ce film Olivier, c'est ça? Un peu comme ce film, tout à fait, qui ne casse pas, non, Exactement. il casse les codes, il casse les codes du cinéma, mais il casse pas les codes du théâtre. Il nous casse les couilles, ouais. Et donc... Très bien, je pense qu'on a déjà la conclusion de Kevin. Mais donc Kevin, de quel film allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la Belle Vérone, une petite bourgade des États-Unis où règne violence et gang, mais aussi un peu d'amour et DiCaprio en ultra beau. Ce mélange explosif nous amènera au suicide le plus connu de la dramaturgie anglaise. Bienvenue dans Roméo plus Juliette. Roméo plus Juliette, un film sorti en 96 réalisé par Baz Luhrmann, d'un scénario de globalement William Shakespeare, avec Leonardo DiCaprio, Claire Danes, John Leguizamo, Harold Perrineau. On a Paul Sorvino, on a Brian Dennehy, plein de petites têtes. On a Mr. Emmett Walsh, je sais pas c'est quoi le M en fait, Emmett Walsh qu'on voit aussi dans énormément de films. Bref, du beau petit monde pour une belle petite pièce. Un film qui a coûté 14,5 millions de dollars et qui en a rapporté 10 fois plus au box-office mondial. Un succès, tu es en train de me dire? Un succès de 120 minutes, de 115 minutes plutôt. Un succès en effet. Et un succès qui, ma foi, à chaud, me semble normal. Ah, pour moi, il est justifié à fond. Mais je sais que moi, dans mon entourage proche, en 96, quand le film est sorti, ça a beaucoup divisé. Mais mes copains et mes copines, mes copines, mon groupe d'amis était très satisfaite du film. Pas que pour DiCaprio, parce que c'est une belle histoire d'amour, etc. Machin. Moi, j'ai été emballé par le film. Je l'ai vu 4 ou 5 fois au cinéma. Mais par contre,
contre, j'ai plein de potes qui n'ont absolument pas accroché. Souvent, ce qui revenait, c'est le fait que ce soit une réalisation moderne avec le texte de Shakespeare. Les gars, ils ont décroché tout de suite. En même temps, c'est des gars qui ont en moyenne au bac eu 3. Donc, Waouh, ça clash un peu. ouais. Et toi, Kev? Moi, c'est un film que j'ai vu quand il est sorti en VHS une bonne quinzaine de fois parce que une de mes petites sœurs était ultra fan, donc j'ai presque grandi avec. Et en le revoyant là, bah moi je suis parti des potes teubés d'Olivier en vrai. T'as eu plus que 3 au bac quand même. Oui, un peu. Mais Je pense à un copain en particulier qui a passé son bac 2 fois, après avoir fait le grand chelem au lycée, 2 fois son bac S, 3,81 la première année, 3,76 la deuxième année de moyenne générale au bac. c'est pas mal. Non, moi en vrai, ce film, je l'ai regardé hier. On va en parler plus en détail, mais ça me... Voilà, je sais pas. Sans plus. J'ai pas... Ni chaud ni froid, quoi. J'ai pas été transcendé, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Mais je suis pressé d'en parler. Et toi, Vivien? Mais moi, je suis pressé d'en parler parce que c'est un film que j'ai eu l'occasion de voir également plusieurs fois, notamment la dernière fois hier, et c'est un film que j'ai en DVD, que j'ai eu dans une boîte de DVD qu'on m'a gracieusement offerte. Merci Caroline. Merci beaucoup. Et c'est un film que j'ai toujours aimé, plus loin que juste pour les performances de DiCaprio et Dan, qui sont des anges à l'écran. Mais on va en parler. Olive, raconte-nous cette première scène de cette pièce. Eh bien, ça va être de très théâtre. simple. Le noir de l'écran se lève sur une télévision. Une télévision qui est filmée de très très loin sur un fond noir. Et un flash à faux, une journaliste nous présente en fait que dans la belle Vérone, 2 familles s'y côtoient et s'y querellent. Et que dans le sein de ces 2 familles, un enfant de chaque famille est né, blablabla, et qu'on va assister à la querelle et à la mort de ces 2 enfants pendant le métrage qui va nous être montré. Et c'est la fin de la première scène. C'est juste ça. D'accord. C'est juste une télé qui est filmée avec une présentatrice qui nous raconte précisément le film, la fin incluse. Alors, si je me trompe pas, ça fait longtemps que j'ai pas lu la pièce. Je crois qu'il y a une préface à cette pièce qui raconte globalement la même chose. Il y a le narrateur, pareil, il y a la même chose, oui. D'ailleurs, ça va être répété un peu encore un autre début, enfin au début du film, juste après, certaines phrases vont être répétées. Oui. Ce qu'il faut peut-être préciser avant, c'est que on va parler du film et donc c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre, mais on n'est pas des pro-connaisseurs de la pièce de théâtre. Il risque de nous arriver de dire des conneries au niveau de l'adaptation, mais dans l'ensemble, tout le monde connaît l'histoire de Roméo et Juliette, du moins dans les détails qu'on va pouvoir avoir dans ce film, tout le monde connaît cette histoire comme ça. Moi, je pense que même les gens les plus cons ont au moins 2 notions de Roméo et Juliette. La scène du balcon, enfin le balcon de Juliette, c'est quelque chose de normalement connu. Et Oh le fait qu'à la Roméo, fin- mon beau Roméo. Et à la fin, oh, qu'est-ce que tu fais bien, Juliette? Ouais, je sais. J'ai joué Juliette, moi, dans toute ma jeunesse. J'ai eu une demi-molle en t'écoutant. Ça me. Waouh! Wouh. Et pourtant, j'ai de la fièvre. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et globalement, on connaît la fin. Hein. C'est comme. Tu connais Titanic, même si tu connais pas le film, même si tu connais pas l'histoire du Titanic, tu sais que normalement, il coule! Et bah là, c'est pareil. Quoi? Ouais, je sais, spoiler, je suis désolé. Je mettrai un warning au montage. Attention, spoiler, Titanic, la fin, le bateau, il meurt. Non. La fin, le bateau, il meurt. C'est tellement vrai. Oui, ça. donc, peut-être faire un résumé très rapide de la pièce. Je vais me permettre de le faire Vas-y, avant de vas-y. se lancer dans le film. 2 amants prédestinés naissent dans 2 familles qui se haïssent. Donc, ils ne peuvent pas se voir, mais ils tombent fous amoureux, le coup de foudre. Ils vont s'aimer en cachette, se marier en cachette. Roméo va finir par tuer le cousin de Juliette, va devoir s'exiler. Juliette l'aimant toujours. Juliette va devoir se marier à un ami de sa famille. Et marié de force par son père, en fait, hein, globalement. Voilà, mariée de force. Donc une personne qu'elle n'aime point car elle aime Roméo et Roméo elle aime Juliette. Elle va donc simuler sa mort avec un poison qui empêche toute personne de la déclarer vivante. Roméo ne va pas être informé de cette tromperie et va tomber dans le panneau comme le reste du monde.
Il va boire du poison à côté du corps de Juliette se réveillant de sa mort. Juliette va voir Roméo mourir et va se planter à son tour, enfin tout le monde connaît ce baiser pour voler le poison, mais ça ne fonctionne pas. Elle va donc prendre la dague de Roméo et se suicider en se la plantant dans le foie ou dans le cœur, je ne sais plus. Dans le cœur. C'est assez important parce que dans le film, c'est pas exactement la même, mais en même temps, on va en parler. Et on va en parler maintenant parce que c'est tout, c'est ce que Roméo et Juliette se passe. À la fin, quand même, les familles Montaigu et Capulet. Je me Capulet. suis cru à question pour un champion. Ouais, moi je me suis dit merde, il bug ou il a trouvé une réponse. Non, j'ai bugué un peu dans ma tête. Les familles Capulet et Montaigu se réconcilient. Tout est mal qui finit bien, on va dire. Ou tout est bien qui finit mal. Ça reste une histoire avec une fin malheureuse, mais quand même un petit peu heureuse dans le sens où il n'y a plus de problème entre les familles. C'est un drame, hein, tout simplement. De toute façon, c'est un drame. c'est ça. Exactement. C'est ça. Et on va pouvoir rentrer dans le film avec Rentrons dedans. la réalisation, en fait. Hein, on peut peut-être en parler très brièvement, mais moi, c'est ce qui m'a le plus plu. Alors, parce que faut bien comprendre qu'en VO, comme en VF, hein, la traduction VF d'ailleurs est très bonne, il joue littéralement le texte de Shakespeare. Oui. Sauf qu'en anglais, il le joue comme Shakespeare l'a écrit. Donc si vous n'êtes pas familiarisé avec l'anglais shakespearien, c'est une tannée à suivre. Et heureusement qu'il y a des sous-titres, parce que je ne suis pas familiarisé avec l'anglais shakespearien. J'ai 2-3 notions, mais c'est vraiment 2-3 notions, comme des notions d'allemand. D'ailleurs, j'en ai 2, Ficken Ficken et Ich liebe dich. On va pas nous emmener très loin. Je savais, Olivier, que tu m'aimais. Ouais. C'est que Ficken Ficken, ça veut dire que Que t'as mangé des bretzels. que j'aimerais bien tremper mon seau dans ton puits, hein, globalement. Non, oui, la réalisation. On n'est pas sur du théâtre filmé, on est vraiment sur une réalisation cinématographique qui met, on va dire, en image un texte. Bon, il met en image aussi des acteurs qui lisent ce texte, hein, mais c'est vrai que l'anglais est pas facile à comprendre. C'est compliqué à suivre en français, je sais pas, je crois que j'ai dû le voir en français Il est bien, une fois. il est bien. La traduction, c'est une nouvelle traduction de Roméo et Juliette, pour le coup, en français. Et la version française est excellente. Si je me trompe pas, dans ce film, par contre, il n'y a pas tous les vers ça s'appelle des vers, C'est, je oui, crois. enfin, c'est de la prose, hein, c'est tout en rime, à minima. Ouais. Voilà. Il n'y a pas tout l'adaptation, enfin il n'y a pas tout le texte. Je pense que de mémoire, si, pour la simple et bonne raison que ça s'appelle Roméo et Juliette, Roméo plus Juliette de Shakespeare. Enfin, Ah ouais, donc il y aurait toute l'adaptation, d'accord. la pièce est très courte, hein. La pièce Ouais, est c'est vrai, très c'est vrai petite et que, très ouais. courte. C'est d'ailleurs pour ça que dans la version cinéma, donc la version dont on parle, il y a des problèmes qu'il faut que votre cerveau arrive à évincer dans la temporalité des choses. C'est-à-dire, le matin, on annonce un mariage, l'après-midi, le mariage doit avoir lieu déjà, et du coup, en très peu de temps, Juliette se suicide faussement en buvant du poison. L'après-midi même, elle est déjà mise en bière. Voilà, ça va très très vite, et c'est quelque chose Ouais. dont on n'est pas habitué au cinéma, parce que on a le temps d'expliquer les choses, là pas. T'as vraiment l'impression que ça dure 2 jours et 3 jours et 2 nuits, quoi. Mais ça va Ouais. très vite, parce qu'au théâtre, tout ce que tu ne peux pas montrer, tu le fais en hors champ, tu l'ellipses avec un narrateur. Et là, là c'est pas le cas. Donc il fallait trouver des subterfuges de cinéma pour pouvoir faire avancer le récit et que le récit reste lisible pour quelqu'un qui regarde un film et pas quelqu'un qui regarde la pièce de théâtre, en fait. C'est là tout le paradoxe, en fait, de ce film, c'est qu'on joue un texte de théâtre devant une caméra, ce qui rend les choses plus compliquées. Enfin, pour moi, Baz Luhrmann, il a fait un travail incroyable, mais je pense que mon objectivité est très faussée parce que j'aime beaucoup ce réalisateur. On peut peut-être, étant donné qu'on a beaucoup parlé du récit Oui. de Shakespeare, on peut peut-être parler maintenant du film et de la façon dont il adapte le récit à une époque contemporaine, en fait, au film. Un peu fantastique, parce qu'on est quand même sur une guerre de gangs plus qu'autre chose. Peut-être, Kevin, si tu veux nous parler des quelques adaptations, notamment des épées, qui sont très importantes, hein, les Ça, lames c'est dans génial. l'œuvre de Shakespeare. Ouais, ça pour le coup c'est sympa parce que il va y avoir des premières rencontres entre des Capulet et des Montaigu et donc ça chamaille un peu au départ et à un moment donné ça va commencer en joute un peu plus que verbal, donc ils vont sortir leurs flingues parce que bon on est dans un monde contemporain comme tu disais, et sur les flingues j'aime bien, t'as un gros plan qui te marque bien dessus Sword pour bien te faire comprendre que
c'est plus des épées qu'ils ont, mais des pistolets. C'est ça, tu as des références qui fusent à tout va quand le C'est père ça. Montaigu, je crois, lui dit que l'on me donne ma grande épée, et tu vois écrit Oui. sur son flingue, longue sword, vraiment, tu C'est vois ça. ça, dagger sur le flingue de Roméo. Ben voilà, les armes sont Pour le transformées. coup, la grande épée qui est. C'est pas seulement transformé du type, voilà, on prend n'importe quel flingue, on lui donne une nom d'épée. En fait, c'est vraiment une réflexion. Et c'est le fait que le père ait une grande épée, ça symbolise aussi qu'il soit plus puissant. Du coup, dans le film, sa grande épée, par exemple, c'est un shotgun Mac 7, si je me trompe pas. Les autres, chacun a ses petits trucs, et même Juliette a pour le coup, un petit flingue, pistolet. ouais. Je me rappelais pas qu'elle avait une arme dans la pièce à ce moment-là. Si, elle en a une, mais c'est une. C'est- Qu'est-ce que je voulais dire En fait, il faut contextualiser, hein, c'est que dans la pièce, Juliette, elle a entre 13 et 14 ans, je crois. Ouais. Dans l'œuvre originale. Là, il n'y a pas d'âge qui est donné. Enfin, l'actrice, Claire Danes, elle a pas 13 ou 14 ans, je veux dire. Mais Non. fallait aussi rentrer dans nos standards aujourd'hui. Et si on avait dû avoir un Roméo un peu plus vieux qu'une Juliette qui était presque uniquement préadolescente, ça aurait créé des problèmes. Ouais, mais il doit avoir 16-18. Enfin, C'est ça, c'est des ados, fin d'ado, début d'adulte en fait, c'est ça. Hein. c'est ça. Et alors que Roméo doit avoir une petite. Enfin, 18 ans, plus ou moins. En plus, pour le coup, ils ont pris un DiCaprio qui est vraiment une tête d'Angelo. Ah oui. Donc, il fait très jeune. Et ça match bien. Mais pour revenir aux armes, un truc que j'ai bien aimé sur le cul, sur le talon des chargeurs, tu vois leur maisonnet qui est écrit, donc Montaigu ou Capulet. Mais moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle de cette scène dans la station-service. La gas station, elle est géniale. Ah mais là. il Ah fallait non, quelque chose ah non, d'ultra ah percutant pour non, le film. non, Ah, si. non, tu peux pas dire qu'elle est géniale. Elle est ouf cette scène. Moi, elle me tord de rire. Ah, moi aussi. moi aussi. Mais elle est pas géniale. Moi, je trouve que c'est burlesque. Mais oui, tout à fait. Mais c'est ça. moi, je trouve. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'à un moment donné, t'as Tybalt qui commence à faire des pas de danse. Je me suis dit, c'est bon, on va avoir Roméo plus Juliette façon Broadway, ça va faire plaisir. Alors. et j'aurais tellement aimé, en vrai. Je donne du contexte pour nos auditeurs. En fait, on retrouve les deux gangs qui vont se retrouver à une station-service. Ils ne savent pas que les deux gangs sont là. En fait, ils sont juste garés. Et, leur vision est obstruée parce qu'il y a un camion devant qui fait le plein d'essence aussi. Donc bref. Le camion s'en va et d'un seul coup, les deux gangs sont confrontés l'un à l'autre et ils vont commencer à se chamailler en se faisant la nique. C'est à moi que vous faites la nique, monsieur. Ou non, monsieur, ce n'est pas à vous que je fais la nique, mais je fais la nique quand même, monsieur. Voilà, comme dans la pièce de théâtre, hein, techniquement, avec un Jamie Kennedy aux cheveux roses. Absolument incroyable. Et ouais, incroyable. Et surtout, il y a tellement de plans de coupe qui ont été faits sur. Tu vois son essai coupé direct. Tu sens qu'il avait pas vraiment envie de le mettre dedans. Et il va y avoir bagarre donc au flingue évidemment parce que ils se sont insultés et que ce sont des gangs de familles rivales, Capulet et Montaigu. Entre temps, à chaque présentation de personnage, on a un freeze du film avec l'intitulé genre Benvolio, cousin de Roméo. Et ça me fait penser que juste après l'introduction par la narratrice, donc la présentatrice, t'as ça, genre une musique et tu vois tous les personnages, genre Montagu's Fathers. Mais pareil, ça, j'étais mort de rire en vrai. Je me suis fait, ça c'est magique. C'est dommage que tout le reste du film, voilà quoi. Mais ça pour le coup, ça m'a fait. Pour le coup, ça j'ai bien marré. Je me suis bien marré dessus. Moi, cette première scène, elle me flingue à la fois de rire, hein, parce que vraiment au cinéma, ça m'a énormément fait rigoler. Mais elle est très 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 nerveuse. Ça cut dans tous les sens. Ça joue, ça joue du Shakespeare en même temps. Et on se rend compte à quel point les personnages sont clichés. Quand on rencontre Tybalt, le prince des chats, qui est le cousin de Juliette, qui ressort de la gas station, en interpellant Benvolio, donc le cousin de Roméo, qui lui dit toi, tu dégaines au milieu de cette racaille, blablabla. Bla, bla, bla. Il est très posé, mais on a quand même insulté, alors que pas trop, tu vois. On a insulté sa maison et sa famille. Du coup, il va dégainer son arme, c'est au ralenti. Il ouvre son gilet, il ouvre sa veste de costume. En dessous, il y a un petit gilet cintré entièrement fermé avec un Christ ou un cœur sacré. Le cœur sacré est une image religieuse qu'on va retrouver partout dans le film tout le temps. Donc, c'est ultra cliché, ça va très très vite, c'est très coloré. Ils ont des chemises. Pour ceux qui connaissent la série Parker Lewis, ils ont des chemises de ce niveau-là. Pour ceux qui ne connaissent pas,
j'essaierai de mettre un lien, une image, quelque chose si vous voulez. Parce que c'est juste, moi voilà, cette scène-là, elle me flingue à la fois de rire et elle me fait rentrer dans le film. J'avais qu'une envie, c'est que ça continue tout le temps comme ça. Bon, je vais pas être déçu. En fait, le truc, c'est que il fallait qu'on sorte de la pièce de Shakespeare pour pouvoir rentrer dans un film cinématographique. Et là, en mettant tête, t'as dit l'action, les jump cuts, tout ça, les tenues entre les gars aux chemises à fleurs multicolores et les types super bien rasés, un peu à la gangster, je sais pas, italien ou quoi. Ça te crée une ambiance et plein d'humour en plus, rien qu'en une scène qui dure quand même 10 minutes, ça te permet de sortir totalement de ce que tu connais de Roméo et Juliette pour t'offrir une vision modernisée, comique, oui. Parce que je suis désolé, mais le Jamie Kennedy aux cheveux roses qui fait du Jamie Kennedy aux cheveux roses, c'est magique. C'est incroyable. On a vraiment une ambiance nouvelle et même si tu connais la pièce, comme tu as dit, tout ce que tu veux, c'est connaître la suite. Alors que tu sais ce qui se passe après. En contrepartie, je comprends aussi totalement le point de vue de Kevin, qui, toi, Kevin, t'as pas été touché par cette scène ou t'as fait rigoler, bref, c'est quoi l'émotion en fait de la scène comme j'ai dit, j'ai trouvé ça burlesque. C'est que tu réinterprètes. Ouais, Shakespeare, moi ça me dérange pas en soi, vas-y. Mais là, en fait, c'est des fois t'as des cuts, tu vois donc Tybalt qui commence à faire comme des pas de flamenco avec ses flingues. C'est exactement ça, c'est le prince des chats. Mais c'est ça, mais tu sais, il commence à, tu dis. Et tu vois le pire, c'est les deux autres là, les teubés, Jamie Kennedy, son homologue, l'autre. Putain, les mecs ils font des grimaces, des trucs, l'autre il se lèche le téton. Tu te dis mais je suis tombé dans quoi là? En vrai, il reprend la chanson qui passe en même temps, parce que la bande son elle est juste horrible aussi. C'est ça, mais je suis un bon morceau de chair. Et tu te dis mais c'est pour ça que je te dis que là, en le revoyant, je savais à quoi je savais ce que j'allais voir. Voilà. Bien sûr. Mais je me suis dit, putain, s'il vous plaît, dans mon moins intérieur, j'ai fait, s'il vous plaît, lancez-moi Roméo plus Juliette. Je te dis, version Broadway, ça va chanter, ça va faire des claquettes, ça va faire des trucs. Partez vraiment. Eh ben non. Pour faire un parallèle très rapide, parce que quand j'ai regardé Roméo plus Juliette avec ma femme hier, qui est disponible sur Disney+, et évidemment, à la fin du film, ça te propose un autre film de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, que du coup, j'ai regardé ta sœur, viens, Donc, t'as regardé ma sœur? Oui, je l'ai regardé en lui disant, on peut regarder ça, s'il te plaît? Et elle avait, Moulin Rouge, elle l'avait dû le voir une fois, mais elle avait oublié, et Roméo plus Juliette, elle l'avait jamais vu. Du coup, elle a dit oui tout de suite, parce qu'elle a bien aimé Roméo plus Juliette, et quand tu rentres dans Moulin Rouge, toute la scène d'introduction de Moulin Rouge, c'est la même chose, le même type de réal que Roméo plus Juliette. Ça va hyper vite, ça cut, ça gueule, ça bouge dans tous les sens, c'est hyper coloré. C'est le cinéma de Baz Luhrmann en fait. Et si on peut lui reprocher plein de choses dans ses adaptations, mais en tout cas, il est fidèle à lui-même et ce qu'il a envie de faire. C'est hallucinant le copier-coller des deux scènes en fait. Et dans le rythme et dans la façon de faire, je veux dire, sinon ça n'a rien à voir. Et le fait de rentrer comme ça, et c'est aussi pour ça que je comprends pourquoi il y en a qui l'aiment pas et pourquoi Kev t'as eu un peu plus de mal, c'est que si t'aimes pas une scène comme ça dans ce film, le reste du film risque d'être difficile parce que ça va jamais s'arrêter, tu vas toujours être sur... Alors un peu moins violent tout le reste du film, mais t'es toujours sur le même délire de cut, de relations bizarres entre les personnages, et surtout t'as tout ça mais sur du texte de Shakespeare. Ouais, mais... Et les deux ensemble, ça crée une dissonance totale. Et si t'es pas dedans, si t'aimes pas, tu galères, c'est normal. Mais après, il y a des scènes que j'ai bien appréciées quand même. J'en parlerai lors de ma conclusion, mais j'ai pas détesté ce film comme j'ai pu ne pas en aimer d'autres. C'est juste que ça me parle pas. C'est un film bancal et je pense que tu as bien résumé le truc. Je pense que il y en a pour qui ce genre de film, ça va être une carte postale évidente, dont moi je fais partie par exemple, parce qu'il y a tout ce que j'aime dedans en fait. Il y a de la dramaturgie, il y a une réalisation qui est fumée. Il y a Jamie Kennedy. Jamie Kennedy. Mon Dieu, j'adore. Il y a Claire Danes, dont j'étais amoureux la première fois que je l'ai vu au cinéma, vraiment ce film. Et après j'ai découvert que non. Parce que je pense qu'elle signait là son meilleur rôle de sa vie. J'ai pas vu toute sa filmographie. Mais voilà, il y a tout ce que j'aime dans le cinéma en fait réuni en un seul condensé très très moderne de plein de trucs. Et il y a tout à fait des gens qui vont rester hermétiques et je comprends parfaitement
que ce film ne fonctionne pas avec tout le monde. Juste pour finir, un truc qui, pour le coup, qui m'a fait rire, c'est donc leur bagarre là, entre Tybalt et comment il s'appelle, Benevicio, Benvolio. Benvolio, c'est même pas un vrai prénom, les gars. Et, et, et donc ils vont s'affronter, ça va péter, ça va exploser, on va les retrouver sous la pluie, les flingues, machin, ils vont être arrêtés. Et tu te dis, ces mecs-là, ils ont réussi à retourner la ville entière et ils se sont même pas pris une balle. Non, d'ailleurs, il y a un titre de journal en même temps qu'apparaît entre deux cuts qui titre Troisième Guerre mondiale. Oui. Troisième guerre civile, pardon. Troisième guerre civile, pas mondiale. Les mecs, ils retournent des villes, mais ça va. Mais Mais oui, ça va. parce qu'au théâtre, tu peux le faire sans problème. Et d'un seul coup, au cinéma, il faut donner un contexte à tout ça. Ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué à mettre en image et à expliquer. Ce qui est difficile aussi, c'est que c'est cette adaptation surdynamique. Alors qu'au théâtre, tout ce que t'as, c'est pas ça. Au théâtre, t'as un décor, des personnages, ça bouge pas. Là, le fait que ça bouge, ça peut créer des problèmes. Mais en vrai, la façon dont c'est filmé, pour revenir, c'est du Wanted. Tu sais, c'est vraiment du film avant les années 80, enfin avant les années 2000, mais c'est de l'ultra cut, ultra truc. Oui, tout à fait. Il y a quelques scènes qui sont assez léchées, je trouve, enfin des images, dont l'introduction de DiCap. Au bosquet de sycomore sur la plage. Voilà, celle où tu as une scène de théâtre, tu as la plage, tu as la mer et tu as le soleil levant ou couchant. Levant parce qu'ils vont le chercher au matin. Et c'est une carte postale. Et cette image, elle est très belle. Ce décor-là, on va le revoir plusieurs fois, mais c'est pas n'importe quel décor, c'est vraiment une scène de théâtre. Ça aurait pu être n'importe quoi, mais ils ont décidé de poser une scène de théâtre dans un film qui adapte une œuvre de Shakespeare, et ils ont décidé de la poser au plus bel endroit possible, comme si le théâtre c'était le plus beau décor qu'ils pouvaient avoir pour un film comme ça. Ouais, et puis en plus, il va se passer deux trucs importants dans cet endroit-là. Donc, l'introduction de À Roméo. Roméo Oui. et la mort de Mercutio. Qui est incroyable. La musique de sa mort, elle est... Et c'est un des tournants du film. Et quel meilleur endroit qu'une scène de théâtre pour amorcer ce tournant. Comme quoi, Sucker Punch n'a rien inventé. Hein. Exactement. Je tiens à dire que Moulin Rouge, le film, avant même, au moment d'annoncer les boîtes de prod, etc., c'est une scène de théâtre comme dans Sucker Punch. Exactement pareil. Et Sucker Punch, on va vous le mettre en fiche. Allez-y. Bisous. Étant donné qu'on était parti sur Mercutio, avant de reprendre un peu sur le peu que j'avais prévu, je pense qu'on va parler des deux seules morts du film, sans compter Roméo et Juliette, parce que est-ce qu'on peut vraiment compter ça comme la mort, si c'est l'amour, enfin bref. Mercutio et Tybalt, un mort dans chaque camp, même si Mercutio est plus vagabond qu'autre chose. Oui, c'est celui qui fait le lien entre les deux familles, en tout cas les deux gangs, plutôt. C'est un Montaigu sans vraiment l'être, en vrai. Mercutio, donc, qui va mourir un peu comme son amour. Enfin, je me souviens pas de ça dans la scène de Shakespeare, ça remonte un peu, mais Mercutio a un crush évident sur Roméo. Bien sûr. C'est pas quelque chose que les scénaristes de ce film inventent, c'est quelque chose qui est, ou du moins qui est réfléchi dans la pièce de théâtre. Ici, c'est encore beaucoup plus mis en avant avec toute cette dégaine, il se travestit, il agit comme quelqu'un qui veut pécho notre petit DiCaprio, quoi. Et puis c'est surtout, il est entièrement déluré. Enfin voilà, c'est le personnage le plus extraverti de la pièce ou du film. Et oui, il se grime, il se travestit, il extrapole tout à la chaîne. Il est jovial en permanence en fait, et il a un crush évident sur Roméo, bien sûr. Mais qui n'en a pas ? Qui n'en a pas, c'est vrai. Il est magnifique dans sa jeunesse. Maintenant, c'est son statut de comédien qui prime. C'est un acteur d'envergure. Ah bah oui. Mais oui, là, en tout cas, dans Roméo plus Juliette, il était à la fleur de l'âge. Enfin, voilà, en fait, ce que j'aimerais éviter, c'est de parler plus de la pièce que du film. Et c'est pour ça que je me permets juste de parler de cette mort-là et de celle de Tybalt. C'est parce que, voilà, dans la pièce, Roméo se marie. Mercutio va mourir, comme son amour qui peut mourir à cause de ce mariage. Enfin, n'importe. Vous pouvez réfléchir à tout ce que vous voulez, c'est de la littérature, c'est du théâtre. Donc là, t'as dit qu'il allait mourir, voilà, il meurt sur scène, enfin, il est blessé mortellement sur scène. Et il meurt un peu plus loin, ouais. Il meurt plus loin, voilà. Mais cette scène, tu en as parlé, il n'y a pas juste le fait qu'il y ait un décor. Cinématographiquement, ils ont
utiliser quelque chose qui est complètement cliché, que tu vois plus que dans des nanars ou alors dans des films, dans des parodies ou quoi, mais ils l'ont utilisé d'une façon théâtrale, même si je peux dire, avec le temps, la pluie, les Oui, d'un éclairs. seul coup, le ciel s'obscurcit, il y a de la pluie partout, il y a du tonnerre, ça devient ultra cliché parce que, bon, bah déjà, on sent que tout est artificiel en fait, mais c'est un ciel annonciateur d'un funeste destin, tu vois, vraiment la mort de Mercutio est amplifiée par ça. Juste avant, en plus de mourir, Mercutio les maudit. Oui. Les deux familles, et donc tu as une puissance divine, en gros, qui s'abat sur Vérone. C'est exactement ça. Et c'est ce qui fait péter un câble à Roméo dans la foulée. Parce que Oui. Roméo était là pour calmer le jeu. Il revient tout juste de son mariage secret. Il arrive sur la plage où il y a déjà embrouille entre Montaigu et Capulet. Et il vient saluer Tybalt en lui disant qu'il n'y aura pas de duel, il n'y a rien. Et qu'il l'aime, même s'il ne peut pas lui en expliquer les raisons. Il l'aime comme un frère ou comme quelqu'un de sa famille. Tybalt va refuser ça. Et il va y avoir bagarre après bagarre entre Roméo qui se laisse tataner, Mercutio qui s'interpose jusqu'à se prendre un coup de lame dans le là, c'est du verre brisé qui lui transperce le flanc et qui le laisse sur le carreau. À ce moment-là du film, c'est d'ailleurs le seul combat sans pistolet, on va dire. C'est aussi le moment, on va dire, où tout retombe à quelque chose de vraiment dur, de vraiment froid en fait. Après la mort de Mercutio, on n'a plus vraiment de comique comme on aurait pu avoir dans la première partie du film. Non, on va avoir un dernier moment de fraîcheur, ça va être quand Roméo, après son bannissement prononcé, se fait soigner et va voir sa Juliette en montant au balcon. Ils vont passer la nuit ensemble et c'est le réveil au petit matin où lui doit s'enfuir et rejoindre Mantoue, là où il est exilé. Et c'est la dernière scène un peu de fraîcheur parce qu'il joue avec Juliette sous les draps, il veut se cacher du jour qui se lève, etc. C'est très enfantin ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est le dernier, vraiment, je pense, moment de fraîcheur dans le film qui, après, va se précipiter vers le drame, quoi. Dernier moment de fraîcheur, alors que ça me faisait 1 heure où on n'avait que de ça. C'est ça qui est violent aussi, je pense. Tout était légèreté jusqu'à la mort de Tybalt et donc ce dernier moment on va dire de légèreté, d'insouciance, d'innocence. Et après, ouais, tu rentres dans le dur parce que ça pète de tous les sens en fait. Ben, on te l'enlève, et c'est ça qui est génial aussi dans pièce comme film, c'est que, mais là en tout cas pour le film, on te montre des choses qui sont à la fois burlesques, comiques, touchantes, drôles, rythmées, etc. Et d'un seul coup, le réalisateur il arrive, ou l'écrivain il arrive et il te dit bon alors vous avez aimé tout ça, je vous l'enlève violemment et je vous rappelle que vous êtes dans un drame et ça va être limite en tant que spectateur tu fais ah oui putain c'est vrai c'est Roméo et Juliette ils vont mourir à la fin. Alors que t'aurais presque eu tendance, en tout cas dans mon cas tu vois c'est ce qui s'est passé au cinéma, à oublier ça, à me sortir c'est Roméo et Juliette et à la fin ça va mal se finir et au moment de la double mort en fait, hein, de la première peine Mercutio, poursuite en voiture et mort excellemment bien mis dans l'image, surexposé au possible de Tybalt qui meurt au pied d'une fontaine sous la pluie. Enfin bref, c'est super beau. Qui meurt comme Tony Montana d'ailleurs. Un peu comme ça. Ouais, Ouais, sous Jesus. Si, sous Jesus. Sous Jesus. Et après, voilà, c'est la fin. C'est la fin des joyeusetés et ça te remet d'un C'est seul la coup fin dedans. des haricots même. C'est la fin des haricots, exactement. Vous pouvez me reprendre dans les commentaires si vous voulez. J'ai fait exprès. Mais faut pas dire de te reprendre si tu fais exprès, Olivier. C'est assez mince, c'est vrai. Au théâtre, on a des décors dans ce film, on va en avoir Beaucoup. en fait, pas tant que ça, mais on va en avoir des très beaux. Donc, on a déjà parlé de cette scène de théâtre posée sur la plage, un peu comme par magie. Un autre décor qui est génial parce qu'il est plein d'humour aussi, c'est l'aquarium. Peut-être Kevin, si tu veux nous parler de l'aquarium. Donc l'aquarium qui se trouve au Chiottes, Voilà, c'est ça. parce que Roméo est dans une sacrée descente, parce qu'il a pris un petit cachet, voilà. Et donc il se met la tête dans l'eau, il se lève, il y a un aquarium qui est donc entre les toilettes des hommes et des dames. Très mauvaise idée du coup, parce que bon, c'est transparent un aquarium, il n'y a pas de fond. C'est vrai, tu as raison. Et donc il va regarder à travers, et regarder à travers des petits rochers mis au fond, et là il va voir un œil. On n'est pas dans un film d'horreur, donc c'est un vrai œil. Elle se relève, c'est Juliette. Et donc ils sont séparés par cet aquarium qui a l'air d'être assez épais, mais avec le grossissement de l'eau, on a l'impression qu'ils sont côte-côte. Et un mec au fond est en train de pisser, parce que tant qu'à mettre de l'élégance partout,
déguisé en Capitaine Crochet. Ça m'a En juste plus. tué. Cette scène, elle est emblématique du film. Leur premier crush, la première fois visuellement ils se voient, c'est dans des chiottes, putain. Ouais, mais attends, non, mais c'est des chiottes d'une baraque, t'as l'impression que t'es dans un hôtel. Bah c'est chez les Capulet, hein, donc c'est quand même bon, c'est un baron le gars, donc normalement ça va, tu vois. Donc il est déguisé en Capitaine Crochet, le mec qui pisse. Ouais. Oui. Ah, il faut qu'il fasse attention. L'accident bête. Quick. Ah. Et donc, oui, t'as l'espèce de grossissement. Donc pendant un certain temps, on va voir du côté de Roméo. La caméra va passer de l'autre côté, on va voir du côté de Juliette, pareil, cet effet de grossissement. Donc, Bah, purement visuellement, en fait, t'as même en dehors du grossissement, t'as le reflet de Roméo. Quand on est du côté de Roméo, le reflet de Juliette Oui. quand on est du côté de Juliette. Et les deux personnages sont toujours collés l'un à l'autre, en fait. c'est ça. Même s'ils se regardent face à face, ils sont collés côte à côte. Et ça, c'est magnifiquement bien filmé et super bien mis en scène par toute l'équipe. Et je trouve ça incroyable que leur coup de foudre se passe de cette façon où eux se voient l'un face à l'autre et où le spectateur les voit déjà côte à côte. Ouais, en mais fait. c'est normal parce que l'électricité, l'eau, c'est très conducteur. C'est pour ça. Merci Kevin, c'était le moment là, c'était le moment, l'instant science. Et de rien, avec plaisir, Olive. Donc voilà, ils se rencontrent chacun du côté du paroi Dans de des la croyance. chiottes. Mais c'est dans des chiottes. Nique sa mère. C'est dans des chiottes. Pourquoi ça fait. Je l'ai vu au cinéma. Je l'ai vu plein de fois ce film. J'avais jamais remarqué qu'on voyait un mec pisser dans le fond. Ça m'a juste flingué hier. J'ai vraiment cru que t'allais dire ça fait 20 ans que je vois ce film. À chaque fois, je pense que c'est dans une autre pièce. Et non, ça reste dans des chiottes. Merde. Oui, bah c'est le cas de le dire, Olivier. C'est l'endroit pour le faire. Oh merde. Non. Pourquoi moi? Et non, c'est tout. On parlait de burlesque tout à l'heure, un petit peu sur la première scène, et là en fait tout ce qui va suivre cette rencontre c'est exactement la même chose. On était peut-être pendant les 2 dernières minutes sous trip hallucinogène avec les drogues de Mercutio, mais là on va être sous trip de jump cut et de plein de choses, d'action et d'humour entre Juliette et Roméo qui vont se poursuivre à un moment dans la fête et encore après. Je sais pas si toi du coup Kevin qui a pas trop aimé la première scène, cette scène qui est assez similaire en fait. Tu préfères quelque Pas que chose? je préfère ou pas, c'est que avec tous les cuts qui nous montrent les personnages, différents personnages, le père Capulet, la mère Capulet qui embrasse Tybalt, ça va. Non, moi je suis juste perdu en vrai. Dans cette grande salle avec énormément de monde où ça cut dans tous les sens, où t'as le Mercutio qui fait son spectacle presque. Limite, ça me perd presque. Et t'as en même temps donc Roméo et Juliette qui se rencontrent, qui s'enlacent pour la première fois et tout ça. Et mon cerveau n'arrivait pas à suivre. Il savait pas quoi regarder, où regarder, quelle information traiter. Donc il a explosé. Aïe. Ah, t'as ramassé les morceaux? Non, j'avais pas grand chose donc ça va. Hein. Je pourrais vivre sans. Oh. Ouah. Mais est-ce que c'est pas l'effet voulu? C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, ça va très vite. Est-ce que c'est peut-être ce que... Non, pour le coup, c'est l'effet voulu, je pense. Cette scène, je la trouve bien plus facile à regarder et tout que la première. Globalement, je pense qu'elle est quand même un peu plus lente, malgré qu'il y ait beaucoup plus de Oui. monde dans cette grande salle de bal chez les Capulet. Il y a des moments où ça se pose. Par exemple, le moment où ils se sont rencontrés tous les deux et Juliette est un peu forcée de danser avec le prince Paris qui veut la marier. Paul Rudd. Tu sens bien elle est gênée. Roméo la regarde de loin et ils se regardent en fait en permanence tous les deux. Juliette et Roméo. Paris, il fait n'importe quoi. Enfin, il essaie de faire de la danse humoristique à base d'humour, mais ça fonctionne pas trop. Et Juliette, elle a qu'une envie, c'est de foutre le camp et de retrouver à la limite Roméo. Et t'as beaucoup moins de dialogue. Tout se passe dans le regard. Il y a énormément les expressions faciales plus que le regard. Là où la première, tu dois suivre aussi les dialogues en plus de la danse. Enfin, de tout. Parce que pour le coup, la première est bien plus cut, bien plus ça part dans tous les sens. Et que là, c'est. Même si ça cut pas, c'est bien plus posé dans les dialogues, dans le jeu, dans tout ça. Je l'aime bien parce que j'aime beaucoup. Une des forces de ce film, c'est les musiques, je trouve.
Ah, la bande son. Alors je mettrai un lien dans la description pour pouvoir écouter sur YouTube si vous voulez la bande son. Après, vous Et pouvez je, l'écouter je sur parlerai YouTube. après de mes 2 musiques préférées qui sont jouées dans le truc. Mais non, cette scène-là, ça bouge dans tous les sens, mais ça me dérange pas. Ouais, c'est vrai que la première scène est en plus des dialogues c'est vrai, c'est très difficile à suivre. Et celle-là, elle est beaucoup plus simple à comprendre, à accepter dans son Ça. cerveau. Et ce qui est assez drôle, et je pense qui est voulu par ce côté un peu burlesque, tout ça, c'est que ça a beau être c'est les... Putain, je sais jamais qui est qui. Donc c'est cette famille assez riche, c'est Capulet. Capulet. les Capulet. Leur bar, ça a l'air d'être le bal annuel C'est ça, costumé, c'est la soirée annuelle. Ouais. et c'est ultra cheapos. Ah, mais c'est Et ça, kitsch. C'est oui, ultra c'est- kitsch. Ouais, c'est kitsch, et ça, bon, je pense que c'est ultra voulu, et je trouve que ça, c'est pas mal. Que ça soit ça, l'enterrement, tout est fait pour qu'il y ait du burlesque. L'imagerie religieuse, Oui, oui. elle est ultra présente partout, mais elle est présente, c'est des bouis-bouis, c'est des Vierges Marie que tu pourrais acheter à 5 balles à côté de, enfin 5 balles, Bah, non, c'est à les- 40 euros à côté de Notre-Dame. C'est les Vierges Marie où il y a une lampe dedans. Dans la maison des Capulets, il y a un ascenseur, quand les portes dorées de l'ascenseur se referment, ça forme le logo des Capulets, avec une croix, la tête de tigre, parce que bah, c'est la tête d'un chat, etc. Voilà, et il y a de ça partout. Puis les croix, les croix en néon, les croix Oui. catholiques en néon, tout ça. Il y a que ça. Alors, fun fact, par contre, vous pourrez faire plein d'arrêts sur image si vous voulez sur le costume que porte Roméo quand il est au bal et donc qu'il rencontre Juliette et qu'il s'embrasse, etc. Il est déguisé en chevalier avec une cotte de maille et des épaulettes d'armure un petit peu avec plein de boulons. Et ben on voit plein de fois l'équipe de prod dedans quand vous mettez pause au bon moment. J'ai vu ce film beaucoup trop de fois. Oui, apparemment, oui. Kevin, tu voulais nous parler de tes musiques préférées? La bande-son, apparemment, t'as vraiment emporté. mais- Ouais, Mais- et il y a- Elle est vas-y. magique. Et surtout, mes musiques préférées sont en lien sûrement avec le personnage que j'apprécie le plus, qui est... Vous pouvez répondre? Le prince Jamie Paris. Kennedy. Non. Paul Rudd, j'aime beaucoup, même si je trouve qu'il est plus beau maintenant qu'avant. Mais ça, ce n'est que mon avis. Non, mon personnage préféré, c'est le prêtre. Ah oui. Je trouve qu'il est en total décalage avec le reste. Et les musiques que j'adore, c'est quand il y a les chœurs à l'église qui chantent. Everybody, Ouais. everybody quelque chose là, ouais. Ouais, ils chantent 2 fois. Et vraiment, cette musique, moi, pour le coup, elle m'a transporté. Les 2 fois où les gamins chantent, t'es transporté. En plus, ça accompagne vraiment très bien l'image. Ça, c'était un beau coup de cœur. Merci, film. Alors moi, gros faible pour le morceau de Garbage qui est joué par Garbage plusieurs fois dans le film, mais c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et toutes les musiques composées pour le film, La mort de Mercutio, elle est d'une montée en puissance incroyable. Et je vais m'arrêter là, je vais juste en citer 2. Donc Garbage qui chante Crush, je crois que c'est le titre de la chanson, c'est Crush. Et j'ai pas le titre de la chanson, enfin du thème de la mort de Mercutio, mais je glisserai quelque chose dans la description pour précisément ça. Et les autres, enfin voilà, vous pourrez écouter tout ça si vous voulez pour vous comprendre de quoi on veut parler vraiment comme type de musique. Et toi, V, il y a des musiques qui t'ont marqué plus que d'autres ou pas? Honnêtement, moi, il n'y a pas de... En fait, ce film, il n'y a pas... J'ai adoré la bande sonore, j'ai adoré les musiques, tout ça. Mais il n'y en a pas une qui m'a marqué plus qu'une autre. Il y a des films où ça arrive, où t'es marqué, comme bah, vous, là, peut-être. Mais moi, là, pas tant que ça. Et c'est pas un défaut, en fait. C'est juste que je pense que j'étais trop transporté par Shakespeare au niveau du texte, au niveau des acteurs, que la bande sonore, c'était juste un fond qui accompagnait une image. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Il n'y a pas une scène où la musique m'a marqué. J'aime beaucoup la scène où Roméo va à l'église, enfin en course-poursuite avec, je sais plus comment elle s'appelle cette musique, mais qui fait, je vais pas la chanter. Si, s'il te plaît, chante. Arrête, putain, je saigne. Ah, l'enfoiré. Enfin bref, cette musique-là, quoi. Putain, il m'a niqué les oreilles, les tympans. Je t'emmerde. Enfin bref, par exemple, cette musique-là, voilà, je pense que elle accompagne beaucoup de la scène en elle-même et plein de musiques comme ça qui accompagnent la scène, mais en elles-mêmes, les musiques, c'est pas des musiques que je rechercherais pour les écouter à part, par exemple. Alors,
dans mon cas, vous le savez maintenant, la musique fait partie intégrante d'un film. Pour moi, c'est super important. C'est important pour moi. Mais surtout, là, on est sorti du cinéma. La première fois que j'étais le voir, c'était avec ma copine en 96, donc avec Stéphanie. On est sorti de ce cinéma et on est passé directement à la Fnac, je crois, ouais, ou Virgin Megastore, je sais plus. Et on a été acheter le CD des musiques. Donc c'est quelque chose que j'ai écouté, réécouté énormément. C'est aussi pour ça que j'ai un affect, que je connais à peu près les morceaux, les titres, les machins, parce que je l'ai beaucoup poncé ce double album de Roméo plus Juliette. Mais j'ai une collection de musique de films débile à la maison en CD. Hein. C'est incroyable. Ça va de Scream à The Crow, même I Know What You Did Last Summer. J'ai même Belphégor avec Sophie Marceau en bande son. Parce que j'avais bien aimé les musiques, contrario du film. Donc je suis un débile en fait. Mais non, c'est pas vrai. Donc, on va arriver petit à petit à la fin de l'épisode. Oui, normal, parce que plus on avance, plus c'est la fin. Mais on va aussi arriver petit à petit à la fin du film, à la fin de la pièce. Donc rappelez-vous, Roméo et Juliette de Shakespeare. Juliette va fausser sa mort. Le prêtre va envoyer une lettre à Roméo que Roméo ne va jamais recevoir. C'est lui qui organise ça en fait. C'est le prêtre qui organise ça. Et je vois de quoi tu vas parler. Et oui, il y a des trucs à dire. Ouais, comme quoi Chronopost, même en 96, ça puait du cul. Hein. C'était déjà de la merde, hein. D'accord. Putain, il est derrière la caravane, quoi. Le mec, il peut pas demander « Oh, t'es là ou t'es pas là ?» Non, il met dans... Oh putain, ça m'énerve, ça me fait sortir du film, ça. Un peu de contexte. La lettre va pourtant, en fait, arriver jusqu'à Roméo. Du moins, une lettre va arriver jusqu'à Roméo. Sauf que il est pas dans sa caravane avant tout. Donc le livreur va juste déposer un mot, comme quoi un mémo, genre viens chercher ta lettre. On peut juste 30 secondes parler de Mantoue. C'est quoi? C'est Mad Max. C'est-à-dire tu sors de Vérone et derrière les murs de Vérone, il y a rien. C'est le désert, des gitans, et Roméo il sait tellement pas quoi faire qu'il joue au golf avec une canne avec un tuyau en métal et des cailloux, quoi. Ça, pour le coup, je trouve ça hilarant parce que oui. Quand l'autre il parle du bannissement, il dit non, le bannissement c'est pire que la mort, il y a rien en dehors de Vérone. Bah putain, ouais, il y a rien en dehors de Vérone. C'est Priest, c'est dans le monde oui, de Priest. C'est ça, oui, c'est vrai, c'est ça. Oui. C'est vrai. Excellent podcast, on vous le mettra en fiche. Et donc, la lettre qui va arriver, et vraiment, la scène, hein, même plan, on voit le livreur poser le papier et s'en aller. Décalage un tout petit peu sur la gauche, petit travelling sur la gauche, Roméo à côté de sa caravane. Putain, mais il l'a pas vu lui aussi le camion arriver? C'est en plan séquence en vrai. C'est oui, parce oui. qu'il y a pas. C'est un plan séquence, c'est un seul plan. C'est un seul plan. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est juste sur un rail et chut. Mais c'est vrai que tu te dis putain, ça aurait été mieux avec les portables quoi. Ah oui, on aurait gagné du temps. Ah ouais. Il aurait été emmerdé, Baz Luhrmann, pour le faire si on avait été à l'époque des portables. Mais ce qui est con, c'est que donc à la fin, il voulait que Juliette s'enfuit avec donc Roméo à Mantoue. Oui. À Mantoue-la-Jolie. Si vous résidez en Ile-de-France, vous savez, sinon vous savez pas, tant pis. Je suis trop nul. Moi, c'est pas. Oh mon dieu. Bref, Roméo ne va jamais recevoir cette lettre, donc parce que... Non mais et ça aussi, on peut en rigoler, parce que... Et donc, le prêtre apprend que Roméo ne reçoit pas la lettre. Qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie une lettre. Il renvoie une lettre. C'est vrai que cette scène, c'est aussi absurde dans la pièce de théâtre, sauf que là... Le problème, c'est qu'en plus, on est dans un monde moderne. C'est moins absurde dans la pièce de théâtre parce que fallait envoyer une missive et tu sais jamais trop si ça. Le mec qui portait la missive, il allait pas se faire caillasser, détrousser en cours de route, tu vois. Vu qu'apparemment Mantoue c'est chaud, Mantoue-la-Jolie c'est chaud, voilà. Mais là en l'occurrence. Mais là, ça ne fonctionne pas parce que là, on est dans une époque où il y a les téléphones portables. Non, ils ont pas de téléphone. Enfin, pas portables, mais les téléphones existent. Mais pas dans une caravane. Il y a des radios. Ouais, mais à Mantoue, il y a rien, mon gars. Non, mais d'accord. Il joue. Et à Mantoue, il y a rien. Il joue au baseball avec des cailloux et un bout de bois ou un tuyau. Il y a la poste et il y a Roméo à côté de sa caravane, quoi. Et ce connard, alors c'est pas un vrai connard de la poste parce qu'il laisse quand même un petit papillon qui dit vous n'êtes pas là, je repasserai plus tard. C'est vrai. Alors qu'un connard de chez Chronopost, tu sais comment ça se passe. Il arrive, il voit au loin t'es pas là parce que voilà, et il s'en va. Parce qu'il sait. Déjà, il passe entre 8h et 18h. Ouais, c'est ça. Enfin, ça c'est ce qu'il dit. Après, il te dit qu'il t'a laissé un avis de passage dans ta boîte aux lettres, ce qui n'est pas vrai. Et après, il va te faire enculer.
Alors, chez moi, les livreurs, petite digression, chez moi, les livreurs, ils sont encore mieux parce que ils passent, ils voient que t'es pas là, mais vu qu'il a pas envie de revenir, parce que j'habite quand même au fin fond, j'habite un tout petit village, moi, faut comprendre qu'on est 700 dans mon village. Il passe et il va te laisser ton colis derrière tes volets. Donc c'est bien, il le laisse quand même. Mais le gars, il a confiance quand même. Tu sais, toi, tu reçois ton petit MacBook Pro Air, t'es tout content, tu kiffes, mais derrière le volet, je l'ai mis, j'espère que c'est étanche. Non, je trouve tes livreurs. Je me suis fait livrer chez toi et je trouve que c'est génial qu'ils laissent derrière le volet. Non, alors oui, t'es content parce que ton colis va arriver. Et puis bon. En même temps, la poste de chez toi, elle est ouverte que le lundi de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 8h30. Tu m'étonnes qu'ils vont le mettre. Non, ça, c'est les horaires de ma mairie. Ah, ma pardon. mairie, c'est ça. Ça, c'est mardi de 10h à midi et le jeudi de 10h à midi. Et c'est tout. Ah, mais c'est ça Enfin de bref, s'exiler. fini de parler du petit village que tu vas biper parce qu'il s'appelle Mais quel connard celui-là. Mais moi, j'avais envie de faire une blague parce que ça dit que quand vous étiez 700, moi, j'allais dire que c'était un bon film avec Gerard Butler. Ah ouais, c'est un multiple de... Bah non. Même pas. Même pas. Au final, Roméo, tout le monde le sait, ne va pas apprendre la fake death, le prank de sa Juliette. Oui, parce que dans le monde moderne, on appellerait ça un prank. Et ça tourne mal. Et ça tourne La mal. quatrième va vous surprendre. Emoji qui fait waouh à la munch. Et surtout, écrit en majuscule, avec un panda qui saute sur un trampoline. Et une paire de nichons floutés. Avec un panda qui saute sur un trampoline. Et sa paire de nichons floutés. Exactement. Pardon, on a digressé. Graissé. Merde. Ah non, mais moi Non, j'en peux plus. Tu veux que je j'en crie peux pas plus sur de lui, cette toi? blague. Toi, tu veux que j'en crie plus, pas ça. sur lui? Et t'as vu ce qu'il fait? Même mes dents qui Il tiennent faut pas. arrêter ça. Ouais, parce que... C'est la fièvre qui parle. Donc, Roméo va arriver au tombeau, enfin à l'église, sur le corps encore chaud de Juliette. Il arrive au tombeau, il découvre le corps tiède, parce que bon, elle est mi-figue, mi-raisin de sa Juliette. Il est très triste, il fait... Et il passe dans l'allée où il y a des croix en néon, croix néon. avec des trucs. Et tu fais... À peu près 1 milliard de cierges. Elle était cotée quand même, Juliette. Hein. Elle était cotée, mais c'est une Capulet, tout le monde l'aimait, quoi. Roméo qui apparemment ne ressent plus rien dans ses mains parce que Juliette va lui tapoter la main en se réveillant. Trop tard, il boit la fiole. La fiole, le poison est connu de tous. Juliette se réveille quand Roméo meurt. Roméo a le temps de dire... je sais plus quoi. Il nous fait une Marion Cotillard. Oh. Juliette... Ah si. Ouais, je suis d'accord. Ah si, quand même. Je suis Je ne veux pas qu'on critique cette mort. Il avait le choix, Nolan. Il n'a pas tourné qu'une seule fois cette putain de mort avec Mais il l'a Marion fait parce Cotillard. Non, mais je sais. que Non, mais il l'a je- fait parce qu'il avait dit l'exclusivité pendant mon tournage, personne ne part. Elle a décidé de partir. Et voilà, Elle était il s'est enceinte de vengé. 7 mois. Mais il s'est vengé. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Et en se vengeant, il flingue son film. Bon, il était flingué depuis le début, mais... Il était flingué depuis le début. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que la mort est un peu... Bon... Après, j'ai jamais vu mourir quelqu'un dans mes bras. Hein. Nous non plus, Olivier, c'est vrai, nous non plus. Absolument personne. C'est vraiment pas du tout dans ma... Non. Nous n'avons pas fait ce genre de choses. Moi, j'aime Mais- pas trop la mort, tout ça. Moi non plus. Et c'est un truc que j'adore, moi, dans cette scène. C'est pas la mort de Roméo, parce que Roméo meurt. Petit ange parti trop tôt. C'est Attends, il meurt, Roméo c'est juste quand Juliette, elle va se réveiller, elle va faire putain, tu m'en as même pas laissé, quoi. On avait dit on partage tout dans le... Tu commences déjà à me faire chier, là. C'est ma partie préférée de la pièce, c'est juste cette phrase-là. Il y en a pas assez pour moi. Peut-être sur tes lèvres, il reste encore du poison. Oui, parce chaud, je que ne sais plus ce qu'elle il dit. l'a avalé. Il en a mis sur ses lèvres avant, non? Ah non, ah bah. Mais non, mais c'est beau, ça reste beau. Non, ça c'est reste. c'est magnifique. Alors par contre, petite différence avec l'œuvre originale de Shakespeare, c'est que Juliette se réveille après la mort de Roméo. À aucun moment, ils se croisent. C'était pour Oui. Oui. rajouter de l'intensité C'est- dramatique et surtout Mhm. espérer une fin heureuse, que même quand il boit le poison, finalement, c'est tellement rapide à l'image que Ouais. tu doutes, toi, en tant que spectateur. Tu doutes, tu dis, ah bah non, il l'a pas bu alors du coup. Bah, surtout que, ouais, parce que tu vois qu'elle elle est en train de se réveiller. Oui. Donc tu te dis, ah, peut-être il va. Eh non. Eh non. Ça frustre le spectateur. Énormément. Qui connaissait déjà pourtant la fin, en fait. Hein. Ça nous On fait. connaît la fin de l'œuvre et surtout, on te l'a raconté une, au début. Hein, donc, Ouais, ça nous fait une silence show. ouais, mais c'est le paradoxe des 15 minutes, ça, c'est toujours pareil. Et donc,
Juliette va... Oh, mais tiens, explique, tiens, ton paradoxe des 15 minutes. En fait, il faut un spectateur, on va dire uniquement cinéma. Si tu veux dissimuler un twist ou quoi que ce soit, et c'est Shyamalan qui en parlait dans un interview il y a longtemps. Si tu veux qu'il y ait un retournement de situation fort dans tes films, ce que a beaucoup fait Shyamalan dans beaucoup de ses premiers Et films. pas que bien. Pas que bien, tu le cales dans les 15 premières minutes. Alors, je mettrai un timecode. Si vous avez vu le sixième sens, restez. Si vous l'avez pas vu, allez au timecode qui s'affichera quelque part à l'écran. Ok, bah à plus, moi je vais au timecode les gars. Bruce Willis, il meurt dans les 3 premières minutes du film. C'est clair, c'est montré, il meurt. Putain mais Et- Olivier, j'ai même pas eu le temps de partir. Et on le retrouve après, et il va voir, en tant que psychologue, va voir un enfant qui voit des morts. Et il ne peut parler avec personne d'autre que lui. Bah ça, il l'a mis au tout début de son film. Il meurt, mais toi, en tant que spectateur, tu l'oublies, puisqu'il te faut en moyenne, quand tu rentres et tu commences à regarder un film, 15 minutes psychologiquement pour rentrer dans le film. Le paradoxe des 15 minutes. C'est pour ça que les 5, 10 et 15 premières minutes d'un film sont super importantes, parce que si tu te loupes là... Bon bah... Ah bah alors, à la fin, tu dis, ah bah alors, ça, c'est vachement bien fait quand même. Il voit des morts. Oh, alors qu'il était mort depuis le début. Quel twist. Voilà. Très intéressant en tout cas cette intervention, mon cher Olivier. Merci beaucoup, mon cher Vivien. Continuons donc, Juliette se réveille, et autre différence avec l'œuvre originale, qui est plus une adaptation qu'une différence. Depuis le début, les lames sont transformées en canon. Et donc, Roméo ne vient pas avec une dague, mais un colt, je crois. Un dagger, du coup, parce que c'est écrit sur le flanc là, de son arme, c'est un dagger. Donc c'est un colt. Hein. Et Juliette, donc, ne va pas se planter la lame dans le cœur, mais se tirer une balle dans la tête. On a surnommé la balle propre. Il y a 3 éclaboussures sur la tête, mais vraiment 3 petites gouttes de sang propre posées sur la tête de Roméo, là où elle s'effondre après, et une toute petite tache de sang à l'entrée de la balle. Ouais, c'est ça. Mais ça reste très propre. Après, on oui, sait, évidemment... alors que pourtant elle est sur du linge blanc. Mais et oui, tout mais ça, c'est hein. normal, Oui, ce non, sont c'est- des anges, ils sont immaculés. Évidemment, ça allait pas faire splat et Bah puis ouais. 200 mais voilà, bah bien sûr, mais oui. Parce que je suis à peu près sûr que, à bout portant comme ça a dû lui exploser une partie de la Nous cervelle. non plus, quand même. Kevin, on connaît pas du Nous tout. non plus, on sait pas trop. Mais ce qui aurait été drôle, c'est qu'elle tire, elle se rate et elle reste handicapée. Pardon, excusez-moi. Ah là là, sacré toi, sacré connard. Hein. En tout cas, ce que je trouve très intéressant, et je suis sûr qu'il y a une grille de lecture autour de ça, mais on va pas s'étaler plus, parce que... Grille de lecture, C'est vous déjà pouvez une comprendre en heure. retrouvant et en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ce magnifique épisode de Felf concernant le film Seven. Eh oui. Mais elle se tire une balle dans la tête, et non pas une balle dans le cœur, que je trouve très symbolique, en termes même d'adaptation et de liberté Mais c'est d'adaptation. pour laisser son cœur intact et son amour intact pour Roméo. Et puis c'est plus chiant et moins spectaculaire de se tirer une balle dans le cœur, c'est moins fou. Alors, moins spectaculaire, pour moi, non. Pour moi, une balle dans le cœur, ce serait plus spectaculaire. Parce que elle est en blanche, elle est blanche, tu vois. Mais je trouve que ça a un vrai signe en termes d'adaptation, en termes de contemporanéité des adaptations. Je trouve que c'est une symbolique assez importante qui peut ouvrir l'esprit de beaucoup étriqués. Notamment, je suppose qu'il y a toute une communauté qui n'aime pas le film parce qu'ils sont fans de l'œuvre de Shakespeare. Oh, ça doit exister, je pense. Oh, c'est sûr. Je crois. Et je pense que ça, c'est un gros doigt d'honneur à ces gens-là, parce Bah, que ces gens-là ne comprennent pas ce qu'est une Et adaptation. nous aussi, on leur en fait. Et nous aussi, on leur en fait. On fait quoi? Des doigts d'honneur. Ah oui, j'en fais plein tout le temps, moi, oui. Après tes guillemets, Olivier, que tu fais toujours, mais qu'on ne voit pas, maintenant tu peux faire des doigts d'honneur. Ok, je pense qu'on a fini sur Roméo plus Juliette de J'avais écrit une lettre à Claire Dance, je me souviens. C'est vrai. Oui, c'est vrai, j'avais écrit une lettre, j'avais trouvé l'adresse de son fan club ou je sais pas quoi. Je lui avais envoyé une lettre en anglais et tout. Elle t'a répondu? J'ai reçu une photo dédicacée avec écrit au dos thanks et puis une espèce de qui devait vouloir dire Claire Dance. Certainement signé par l'informatique. Waouh. Ouais. Ça doit être dans ma boîte à souvenirs, je pense. En tout cas, on a fini avec Roméo plus Juliette, sauf si vous avez des trucs à rajouter. Non, non, moi j'en ai marre, vas-y, enchaîne. Olive, je vais enchaîner avec toi. Oui, Oh, il va t'enchaîner, il a dit. Bouillard. Je vais t'enchaîner. Parle-nous, donne-nous ta petite conclusion. eh bien, tout simplement, voyez ce film pour vous faire votre propre opinion. C'est un film incroyable dans le respect de l'œuvre originale, dans la langue originale de Shakespeare, si vous le voyez, si vous le regardez en VO. C'est une réalisation
très très Baz Luhrmann en fait. Ça va vite, c'est nerveux. Il y a énormément de belles images à voir. Le jeu est divin pour tous les comédiens. Peut-être un peu plus difficile pour Roméo parce que c'est le premier rôle et vraiment le jouer en anglais et en rime, etc. Son jeu est un peu plus lisse peut-être que les autres comédiens, mais enfin c'est vraiment un détail. Mais c'est une œuvre majeure de la filmographie de Baz Luhrmann. Et j'ai rien d'autre à dire à part aller le découvrir. C'est vraiment un ovni dans le paysage, en tout cas de l'époque. Très en avance sur son temps, sur plein de choses dans sa réalisation. Un monument pour moi de son cinéma en tout cas. Donc un grand oui pour moi. Et toi, Kevin? Allez le voir si vous voulez savoir de quoi on a parlé. Allez le voir pour vous faire votre propre avis. Et allez vous faire voir parce que vous me cassez les couilles. Exactement. Non, en vrai, j'ai pas détesté ce film. J'en fais pas un incontournable non plus. Je sais pas le film à voir absolument. J'ai pas passé un mauvais moment. J'ai pas passé un agréable moment. C'est coup-ci coup-ça, mi-figue mi-raisin. En vrai, ça se regarde, mais ça m'a pas touché au fond de moi. J'ai pas été transporté. Ce que je trouve un peu dommage. Merci Kevin. Et toi Vivien? Eh ben moi je pense ça peut tenir en 4 mots. Je sais pas compter mais voilà. C'est une leçon d'adaptation je pense. Oui. Ce film ça te montre qu'adapter une œuvre originale ça peut être beaucoup de choses et que ça peut donner beaucoup de choses bien. Et ça peut donner quelque chose de bien même si tu adaptes. C'est le but Moi je pense que ce film redéfinit et a pu redéfinir la façon d'adapter les choses au cinéma. Je ne pense pas avoir vu de pièces de théâtre adaptées aussi bien. Il y en a beaucoup, des pièces de théâtre adaptées. C'est pas mon type de cinéma préféré. Mais en tout cas, je sais que celle-là, elle est incroyable et qu'elle mérite d'être vue parce que t'as des belles images, t'as des bons acteurs et t'as une belle histoire que tu connais déjà. Mais même si tu la connais déjà, tu vas quand même réussir à vouloir suivre le film. Si tu arrives à rentrer dedans dans les 10 premières minutes, le reste, tu vas juste passer un pur moment de plaisir. Et voilà, je répète encore, c'est une leçon pour toutes les personnes qui ont une opinion sur l'adaptation de films, qui en ont déjà vu ou qui y pensent. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un b.a.-ba qui te dit, tiens, c'est comme ça qu'on peut faire. Et c'est comme ça qu'on peut faire bien en plus. Je suis d'accord. Merci Vivien, mais c'était un peu plus de 4 mots quand même. Faut pas déconner. Moi j'ai compté, il y en avait 148. À 2 mots près, je sais, j'ai un doute. Ouais, ça va. On avait été dans la même échelle. Non mais en vrai, juste pour... comme tu dis, je suis pas rentré dans le film, mais ce n'est pas une mauvaise adaptation. Non, je pense que c'est même un masterclass de l'adaptation. Ouais, au calme-toi, sens strict. calme-toi. Au sens c'est strict. pas parce qu'il met les mêmes dialogues que ça en fait un masterclass. On se calme dans les mots. Non, pour le coup, c'est une très très bonne adaptation parce qu'il respecte. En fait, c'est ça l'important. C'est qu'il respecte le matériau d'origine. Vraiment, tu sens que il n'a pas d'essayé de partir de Roméo et Juliette de Shakespeare pour en faire un truc voilà, de la merde. Il l'a respecté. Il a voulu changer les codes, ce qui, pour le coup, fonctionne assez bien. Même pour moi, qui n'ai pas franchement été transporté par le film. Donc ouais, je dirais pas que c'est un grand film, je dirais que c'est un film à voir pour se faire sa propre opinion, parce que c'est important. C'était notre perspective, notre point de vue, notre avis sur Roméo plus Juliette de Luhrmann. Alors Luhrmann, c'est le mec qui donne l'heure ou pas? Mais quelle heure est-il? Baz Luhrmann arrive pour te donner l'heure. Ta-da-ta-ta-ta. Il est absolument, mais directement 14h28. Ok. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère aussi. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour la course aux jouets. C'est ça. Waouh. Le mec, il est tellement sûr de lui. Putain, je crois ils ont... Attends, depuis mon attrapé l'espadon, j'ai peur de faire une gaffe, quoi. Je crois qu'ils ont dit course aux jouets. Ouais, c'est ça.
Non, mais attraper Qu'est-ce qu'on ce avait ballon, c'était décidé mignon. tous les trois que vous avez dit que vous choisiriez pour moi déjà? J'ai oublié. Non, donc oui, la semaine prochaine, la course aux jouets qui sera notre épisode spécial de Noël avec des vraies chansons de Noël dedans, parce que ça va être Oh comme ça. yeah. Et après, ce sera la trêve, parce qu'il n'y aura pas d'épisode sur l'entre-deux semaines de Petite Noël, pause. parce que c'est Noël de fête, et puis on va tous profiter de nos familles, se reposer, s'offrir des cadeaux, et puis il y a mon anniversaire qui arrive aussi, c'est important. Surtout les cadeaux. On peut peut-être dire que dans les rouages actuels hein, de cette semaine et des prochains jours qui viennent, une collab. Ah oui, tout à fait, on peut en parler ouvertement même, parce qu'il n'y a pas de secret, contrairement avec Rattlerook. Une collab très très prochaine avec Paul de la chaîne Corn Pop, qui nous fait des rétrospectives ciné pour l'instant très placé sous le signe de l'horreur. Un petit gars qui vraiment fait des vidéos super quali et qui nous a découvert nous cet été. Du coup, on a commencé à papoter ensemble et on va enregistrer une collab prochainement qui sortira sûrement début ou milieu janvier. Voilà. Ouais. Bah super. En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, merci. Pensez à partager, à liker et à vous abonner si cet épisode vous a plu et si vous voulez suivre les prochains, activez la cloche bien sûr, c'est important. On vous fait des gros bisous en vous souhaitant une très bonne période de fin d'année. Petit message, je prêche aucune paroisse, mais si vous avez l'intention de faire des cadeaux de Noël et que vous avez un minimum de mobilité, soutenez vos commerces de proximité et évitez de commander un maximum de choses sur Internet quand vous avez la possibilité d'aller les acheter en boutique. Peu importe les enseignes, faites un effort parce que beaucoup de commerces en ont vraiment besoin après le Covid, etc. Donc si vous pouvez soutenir vos commerces en allant dans le magasin acheter vos produits de Noël, c'est vraiment que du plus et voilà, c'est tout. Je suis commerçant donc je sais et j'ai pas à me plaindre en vrai, mais voilà, pour plein de petits commerces c'est important cette période. Ouais. C'est un mois c'est certainement le mois le plus important de l'année quand tu es commerçant, C'est vrai. donc faites-les vivre un maximum. Merci à tous de nous écouter et on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous. Bisous. Salut. Bisous.